bonjour à toutes et à tous. Donc, on va parler pendant 45 minutes, là, échanger autour des forces et difficultés d'un management de solutions transverses à deux chaînes de valeur. Donc, avant de commencer, je vais juste prendre le temps de remercier les sponsors et le partenaire de cet événement qui nous permettent d'échanger sur des sujets qui nous passionnent. Alors j'ai aussi rappelé ici, n'hésitez pas à scanner ce flashcode. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, on les abordera en fin de séance. Je me présente, Marie Polino, je travaille à la DSI Enedis et je suis en charge d'une mission transverse à la DSI. Et donc moi c'est Stéphanie Apougian, donc je suis coordinateur de la chaîne de valeur SCT. SCT, c'est pour service aux clients et territoires. On verra un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Donc à l'agenda, on va prendre le temps de revenir sur Enedis et ses missions, puisque nous avons mis en place à Enedis une organisation d'agilité à l'échelle qui colle à ces missions Enedis. On va faire un focus sur l'organisation de la DSI en chaîne de valeur et puis le rôle dans cette organisation de cette cellule transverse. Nous allons revenir sur les forces et les difficultés de l'organisation que l'on a identifiées. On prendra le temps d'échanger sur nos axes d'amélioration. Un peu d'histoire. Donc Enedis, en 2007, l'entreprise que vous connaissiez, EDF, le groupe EDF qui gérait l'ensemble du marché de l'électricité, a vu ses activités découpées en 4 activités principales. Donc 2 activités concurrentielles, la production d'énergie, donc la production nucléaire, photovoltaïque, les éoliens, etc., et la commercialisation. Vous avez sûrement, vous avez des liens souvent avec le fournisseur d'énergie, que ce soit EDF, EPO, ENGIE, etc. Et donc entre ces 2 activités concurrentielles, il y a 2 activités régulées, donc le transport, RTE qui est en charge à tout moment de l'équilibre du réseau, donc s'assurer que la consommation d'énergie est équivalente à sa production. Et puis nous, Enedis, donc on a plus en responsabilité la distribution d'énergie, c'est-à-dire qu'on va emmener l'électricité jusqu'à chez vous et on va maintenir en fait l'ensemble du réseau, on va intervenir, on va vous détailler les activités d'Enedis. Oui, donc les missions d'Enedis, c'est des missions de service public pour la plupart. Donc je ne vais pas toutes vous les détailler, hein, elles sont présentées là. Je vais en garder juste une qui un peu symbolise, ou en tout cas concrétise ce qui a été annoncé ce matin lors de la keynote d'ouverture par Julia. C'est donner du sens. Et donc j'ai choisi assurer le dépannage, qui est l'une des missions cruciales, on va dire, qui donne beaucoup de sens, je trouve, à Enedis. Et c'est assurer le dépannage en tout temps et tout le temps. Ça veut dire que, en fait, quand il y a des grandes tempêtes, les grands aléas climatiques, hein, on en a et on continuera malheureusement à en avoir, on a une grande partie des foyers français qui sont dans le noir. Et donc Enedis est capable de mobiliser au niveau national, donc de mettre à disposition dans différentes régions de la France des techniciens d'intervention sur le lieu où il y a eu le passage de la tempête pour établir au plus rapidement l'électricité dans les foyers. Enedis, en quelques chiffres, c'est plus de 39 000 salariés répartis sur toute la France. C'est une entreprise avec une vraie implantation régionale, donc 800 sites. C'est 1,4 million de lignes électriques. Et puis, comme on l'a dit, les lignes, tout le réseau, ce n'est pas propriété d'Enedis, hein, c'est souvent propriété des communes. Donc, on passe des contrats de concession avec les collectivités locales. En chiffre d'affaires, c'est 1,9 milliard d'euros de résultats et puis 15,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout ça pour vous dire qu'on est rémunéré essentiellement sur ce qu'on appelle le TURP, le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, donc qui assure le financement des activités que Stéphane a présentées précédemment. Et au final, quels sont nos clients ? Donc, je ne vais pas tous les passer en vue, ça prend un peu trop de temps. Sinon, juste garder en mémoire, donc on a les fournisseurs d'énergie, donc Marie vous en a déjà parlé. On a aussi les particuliers, donc vous, nous.
les professionnels, les entreprises et les collectivités. Donc les collectivités, rappelez-vous bien, hein, c'est eux qui ont la propriété du réseau. Nous ne faisons que l'exploiter au travers de contrats de concession. Maintenant, si on focus sur la DSI Enedis. Donc la DSI Enedis, c'est 752 salariés. C'est une DSI en croissance. On vise 30% d'internalisation en 2030. C'est une DSI qui est acteur de la transition énergétique. En fait, on a des projets à la DSI qui vont dans ce sens, tels que la mise en place des autoconsommations collectives, la mise en place, s'organiser pour pouvoir faciliter l'installation des bornes électriques. Et puis, c'est une DSI qui masse beaucoup de données, ne serait-ce que les relevés de l'ensemble des clients, hein, les 35 millions de clients tous les jours. Qui gère beaucoup de données, qui les transmet, ce n'est pas nos données, c'est les données des clients, qui les transmet aux fournisseurs et puis qui en sort de la valeur ajoutée aussi pour pouvoir faciliter l'isolation des bâtiments publics. Voilà donc une DSI importante en nombre de données, mais importante du coup aussi en nombre de serveurs, hein, plus de 19 000 serveurs. Et une DSI qui est tournée pas vers le client, vers les clients et les utilisateurs qu'on a décrits précédemment. Alors, un tout petit peu d'histoire sur cette frise temporelle pour vous dire que donc au niveau de la DSI d'Enedis, et l'histoire de l'agilité à la DSI, ça a commencé un peu avant 2015 avec des initiatives au niveau des projets, petits et grands, qui ont décidé de transformer leur modèle de delivery en utilisant plutôt la méthodologie Scrum. Et puis au fil du temps, à partir de 2017, donc on a décidé, en tout cas la DSI a décidé de se dire maintenant on s'aligne tous sur le framework SAFe pour passer à l'agile à l'échelle. Alors on avait fait juste auparavant en 2015, donc je ne le fais pas dans l'ordre chronologique exactement, mais donc je reviens tout petit peu avant, en 2015, je considère ça comme un enabler technique. Au niveau de la DSI client, de la partie client du SI, on a décidé de lancer l'approche micro-app. On reviendra plus tard après dans la présentation pour vous expliquer pourquoi on a décidé de se lancer dans cette démarche-là et comment elle nous a permis finalement, c'était un facteur accélérateur pour se transformer au niveau de l'agilité à l'échelle. Et après 2017, sur les 7 années qui ont suivi, finalement, on a bâti une DSI qui est maintenant structurée en chaîne de valeur, avec chaque chaîne de valeur qui a son propre backlog. Les rôles sont déployés au sein de la DSI, hein, les rôles Agile Safe, et les cérémonies agiles font maintenant partie de notre quotidien. Donc on va voir juste après cette déclinaison en chaîne de valeur. Comment on s'est organisé? Donc on l'a dit, la DSI Enedis, c'est une grosse DSI. On a réparti nos activités en 6 chaînes de valeur et 7 socles. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un socle? Un socle, c'est un enabler technique donc, qui sert plusieurs chaînes de valeur. On prendra l'exemple, par exemple, des interfaces d'échange, donc des services, protocoles qui permettent aux briques d'échanger entre elles, ou du socle de données. On amasse beaucoup de données, donc les centraliser dans un socle pour pouvoir mieux partager les usages. Donc, première chaîne de valeur qu'on doit retrouver dans pas mal de DSI, la chaîne support, enfin en tout cas pour ces activités. Donc, une chaîne qui regroupe les SI de finance, d'achat, de logistique, RH, communication, le portail institutionnel, d'audit et juridique. Alors, on a aussi une chaîne de valeur. Donc, vous vous rappelez, au niveau des services, des missions de service public d'Enedis, il y avait l'exploitation du réseau. Alors, on a une chaîne de valeur qui est dédiée à ça, qui s'appelle CESE, donc pour conduite et exploitation du système électrique. Une chaîne sur l'ingénierie, le patrimoine et les infrastructures. Donc, c'est la chaîne qui va mettre à disposition des clients, des concédants et des exploitants l'ensemble des infrastructures, outils qui va leur permettre de concevoir, construire et puis décrire le réseau. On va retrouver des outils typiquement de cartographie dans cette chaîne-là.
Marie, je te laisse aussi celle-là. Oui, alors la chaîne numérique et data. C'est la chaîne, peut-être pour le coup, c'est la particulière à Enedis. Donc, on relève l'ensemble des consommations d'électricité, on va en faire ce qu'on appelle une reconstruction des flux pour pouvoir après publier à chaque responsable d'équilibre, donc qui est en charge d'un périmètre de clients, pour vérifier qu'il y a bien un bon équilibre entre ce qui se prévoit et ce qu'on consomme. C'est aussi la chaîne qui va nous permettre de faire la différence avec RTE, nous injecte de l'électricité sur nos réseaux, on reconstitue les flux, et puis l'écart entre ce que RTE et ce que nous on consomme, c'est nos pertes. Et on est responsable de nos pertes. Une chaîne du coup sur laquelle moi je travaille un peu plus, c'est la chaîne acheminement et mécanismes de marché. Donc c'est la chaîne qui va permettre de réaliser les prestations que vous demandez, vous clients, à vos fournisseurs d'énergie. Par exemple, quand vous rentrez dans un logement, une mise en service, quand vous avez besoin d'une intervention, un changement de puissance, voilà. C'est la chaîne qui va permettre aussi de publier l'ensemble de ces flux aux fournisseurs d'énergie. Si vous vous connectez sur le portail EDF, quand vous voyez votre consommation, c'est Enedis qui l'a publié à EDF. Et puis, ça permet aussi, peut-être ça c'est moins connu, le fonctionnement de ce qu'on appelle les mécanismes de flexibilité et de capacité. Donc, on assure toujours l'équilibre du réseau. Quand on a plus de consommation que de production, on va demander à certains acteurs de s'effacer. Et puis, on garde en réserve de la capacité de production. Donc, il y a des moyens de production qui sont rémunérés pour pouvoir être activés en cas de forte demande. Voilà, là, on va passer sur la chaîne que je connais un peu mieux quand même. Donc, service aux clients et territoires. Ce qu'il faut retenir sur cette chaîne-là, c'est vraiment offrir des services alors plutôt digitaux au travers d'espaces web et des espaces sécurisés. Donc, c'est des espaces clients. On a 3 grandes segmentations de clients au niveau de la chaîne SCT, les particuliers, les entreprises et les collectivités locales. Et donc, en détail, ou plutôt en chiffres d'abord. Alors, la chaîne SCT, c'est quoi? C'est 19 produits qui sont certains organisés en train, d'autres non. C'est un backlog d'environ plusieurs centaines de macro-fonctions. Je ne vous cache pas qu'il faudrait faire un peu le ménage. Je pense qu'on pourrait rapidement descendre à 300. Mais pour l'instant, il y en a à peu près 400. C'est aussi une chaîne qui est plus récente dans le SI. Et c'est une chaîne qui est en construction et qui va être amenée à pas mal évoluer, parce qu'elle est impactée par au moins un gros programme majeur d'Enedis au niveau de la DSI, c'est la gestion de la relation client. On est en train de la refondre complètement, sous le programme Harmonie d'ailleurs, et qui va venir fortement impacter cette chaîne-là. La chaîne AMM, c'est 25 produits, c'est à peu près 300 macro-fonctions, mais c'est surtout une chaîne plus mature. Une chaîne plus mature, mais qui va forcément être impactée par des sujets de transition écologique, ne serait-ce que l'autoconsommation, les mobilités électriques, et qui en même temps va devoir continuer à fournir ces processus de base tels que la facturation et les publications de données. Donc ces 2 chaînes, ça représente à peu près 38% du budget TOTEX d'Enedis hors socle. Alors si maintenant, donc, vous avez compris, on va insister maintenant sur ces 2 chaînes de valeur. Pourquoi? Parce qu'elles sont organisées d'une façon particulière au sein de la DSI. Alors, le classique, c'est ces 2 chaînes qu'on a modélisées là, donc AMM et SCT, dont on vient de parler. Elles ont chacun leur business owner. Elles ont chacune leur coordinateur de chaîne. Elles ont chacune leur projet propre et chacune leur train et produit. Par contre, contrairement à d'autres chaînes de valeur, elles vont partager au travers d'une cellule transverse à ces 2 chaînes des managers de solutions qui sont transverses et communs à ces 2 chaînes et des architectes de solutions qui sont communs à ces 2 chaînes. Et bien sûr, l'idée étant toujours derrière de rendre la valeur attendue par chaîne, bien sûr. Et un point important aussi, c'est que les projets sont portés par chacune de ces chaînes. Donc, ils sont liés à une chaîne principale. Et aussi, le budget est associé à chaque chaîne. Donc, une fois qu'on a planté tout ce décor-là, on arrive à notre sujet, donc, qui est cette cellule transverse.
Donc cette cellule transverse, ses activités, ça va être de construire et co-construire des solutions SI répondant à des besoins métiers, en assurant la coordination et la recette jusqu'à la mise en service. Et dans cette cellule transverse, on va focuser sur le rôle de manager de solution. Donc le manager de solution, c'est la personne qui va avoir la vision de la chaîne, qui va prioriser avec le métier l'ensemble des macro-fonctions, donc par la valeur, en objectivant les gains, et d'établir la roadmap de la chaîne, en optimisant les solutions. Et pour optimiser les solutions, il va s'appuyer sur l'architecte de solutions, qui lui est garant de proposer aussi des solutions qui sont conformes à des principes d'urbanisme. Donc on en a cité quelques-uns. Là, on y tient beaucoup pour avoir un SI évolutif, stable dans le temps. Donc on s'appuie sur ces principes d'urbanisme. Donc on peut citer le découpage front-back, la modularité de notre SI, l'ouverture des API entre les applications et également à l'externe, le principe de make or buy. On ne s'interdit pas, enfin surtout pas, hein, quand on veut répondre à un processus métier et que on a un produit sur étagère qui le fait, on va l'acheter plutôt que de redévelopper. Et puis, centraliser nos données pour pouvoir mieux les partager et les valoriser. Excusez-moi. Le manager de solution, il ne travaille jamais tout seul. Il travaille avec le métier pour l'écoute, le challenge de la solution, avec les utilisateurs, si on a accès à des utilisateurs, avec les managers de produits pour construire la solution. Et puis, au moment de la construction de la solution, on pense tout de suite, évidemment, à l'exploitation de cette solution et donc aux moyens qu'on va mettre en œuvre pour la superviser. Et donc, en termes d'effectifs humains, ça représente 21 managers de solutions, 3 architectes fonctionnels, 2 architectes techniques, 2 urbanistes et 1 data analyst. On voulait mettre l'accent aussi sur le fait que dans cette cellule-là, l'important, au-delà des activités propres, c'est la posture que l'on peut avoir. Donc toujours une posture d'écoute vis-à-vis de tous les interlocuteurs, de challenge. On ne s'interdit pas de challenger des besoins métiers, de demander le pourquoi des gains, etc. Et on explique notre métier SI, qui n'est pas simple forcément pour les métiers. Donc on explique les contraintes SI, on explique nos principes d'urbanisme. Voilà, et puis maintenant, on va arriver vraiment au cœur des échanges. Donc, quelles sont d'abord les forces et puis les faiblesses, on va dire, de cette organisation-là? Oui, on tenait à rappeler que la cellule transverse, l'activité transverse à la DSI Enedis, elle s'est imposée d'elle-même à partir du moment où on a décidé de modulariser notre SI et de lancer en 2015 une approche micro-apps. Ça allait de soi de renforcer les activités transverses. Et ça, on l'a fait pour répondre à des objectifs qui peuvent être un peu communs avec l'objectif de l'agilité, mais favoriser la réutilisation des applications. On a des référentiels de clients, donc tous les processus métiers doivent pouvoir se baser sur le même. Augmenter le time to market, concevoir dans la durée et puis du coup diminuer nos coûts. Donc en 2017, quand on s'est lancé dans le projet d'agilité à l'échelle, ça nous a apporté un vrai cadre méthodologique sur l'activité transverse qui était déjà là, sur les activités de manager de solutions et de coordinateur. Donc quelles sont les forces d'un management de solutions transverses à 2 chaînes? Donc on a cette équipe transverse où il y a beaucoup de partage entre pairs, ce qui crée une vraie dynamique. Et donc cette équipe s'enrichit sur 3 points. Déjà par la connaissance qu'elle a des processus métiers, sa capitalisation méthodologique, donc on tient à appliquer à chaque cadrage la même méthodologie, qui n'est pas révolutionnaire, hein. On écoute, on challenge, on construit, on converge, mais on le répète et on applique tout le temps ces mêmes méthodologies, hein, aussi aux métiers qui voudraient qu'on construise avant l'écoute.
Et par la connaissance transverse du SI Enedis. Donc c'est des personnes dans cette cellule transverse qui vont avoir une connaissance, une bonne connaissance du SI pour pouvoir construire des solutions adaptées. C'est une équipe qui va s'ajuster en fonction des repriorisations projets. Typiquement, l'année dernière, on en a eu un fort. Vous avez sûrement entendu parler dans la presse du fait qu'on ne tiendrait peut-être pas l'hiver et qu'on n'avait pas assez de moyens de production et que l'électricité coûtait cher. On nous a demandé d'être sobre. Et ben là, on a dû, entre juillet et septembre, se réorganiser pour pouvoir proposer une solution très rapide pour pouvoir vous prévenir en cas de délestage. La solution était là, mais on ne vous a pas prévenu, on n'a pas eu besoin de délester. En fonction du cycle de vie des projets, en fait, on se rend compte que, on est aussi régulé, donc il y a des choses qui s'inscrivent dans la durée. On a beaucoup de projets qui sont des projets réglementaires, et entre le moment où on entend parler, donc où là on peut avoir un manager de solution sur le projet, à quand il prend un peu plus de maturité, on va renforcer l'équipe, on va en mettre 2, 3, et puis en fin de projet, pareil, on va dégréer. Et puis des enjeux de l'entreprise, là on s'attend, si on nous dit demain, finalement l'enjeu c'est de pouvoir développer les énergies renouvelables, on sera capable de venir constituer une petite cellule, que ce soit en prenant des forces de la chaîne SCT et AMM pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. L'équipe transverse, elle est aussi en mesure d'identifier des sujets stratégiques aux deux chaînes et pour pouvoir proposer ces solutions optimisées. Typiquement sur la publication des services de données. On se doit d'être équitable, que ce soit vis-à-vis du fournisseur ou du client. Donc on va vous proposer une solution qui propose la même qualité sur les données de mesure. Et puis on s'organise aussi pour pouvoir des fois proposer des cadrages multi-chaînes. Par exemple, pour la prise de rendez-vous, on va mettre en place la même solution, que ce soit pour prendre un rendez-vous pour votre raccordement ou pour votre intervention. Voilà, donc cette organisation un peu flexible, ça permet de répondre à de nombreuses initiatives. Et nous, on trouve que c'est pas mal. On a mis 60 macrofonctions en service. On met à peu près 60 macrofonctions en service par an. Oui, sur les deux chaînes, ça fait 30 et 30 par chaîne. On a voulu aussi vous partager des exemples de réussite. Donc Marie vous en a parlé. On a un contexte énergétique qui était un peu tendu sur le passage des hivers derniers. Il se détend, je vous rassure, pour cet hiver-là. Par contre, l'hiver suivant, ça risque d'être de nouveau retendu. Donc on a été obligé de mettre en place très rapidement, en l'espace de 2-3 mois, une solution pour répondre justement à un cas éventuel de délestage. C'est-à-dire le délestage, c'est volontairement priver d'électricité un certain nombre de foyers français pour pouvoir assurer l'équilibre électrique. Donc là, c'est Anis et Mehdi, nos deux managers de solutions qui ont contribué à cette solution-là. Bon, elle n'a jamais été activée, donc normalement elle fonctionne, mais on l'a testée en grandeur nature, mais voilà, sur des exercices à blanc, mais on ne l'a vraiment jamais encore déployée activement. On a un projet en cadrage qui s'appelle Data Client, donc qui vise à centraliser les données, assurer leur qualité, rendre disponibles et exploitables aux conseillers, clients et différents processus métiers. Donc ça, c'est un cadrage qui touche une douzaine de produits, 4 chaînes de valeur et un socle, parce que cette donnée-là, en fait, on la capte. On a plusieurs fenêtres dans notre SI pour capter cette donnée-là. On la capte par nos fournisseurs, on la capte sur des interventions, on la capte par les conseillers. C'est un projet qui peut être a priori vu comme un projet SI, mais il y a quand même des vraies réflexions sur des cycles de vie de données avec le métier qu'on contient dans le cadre de ce projet-là. Donc là, on a un manager de solution, Jean-Luc. Et enfin, donc aussi un bel exemple de réussite, c'est le projet contrat unique en injection. Donc ce qu'on a voulu faire dans ce projet-là, c'était simplifier finalement le dispositif contractuel. Donc on pourrait imaginer que simplifier, du coup, ça va être plus simple à mettre en œuvre, mais pas du tout. C'est un périmètre énorme, c'est 17 produits touchés dans 3 chaînes de valeur et 2 socles. Et donc Karine a mené ça de main de maître. Franchement, bravo elle. Bon, après, on voulait partager avec vous les pièges. On pense que c'est aussi ça qui est intéressant, les pièges dans lesquels on est tombé sur la mise en place de cette cellule.
Donc vous connaissez l'organisation Self, donc on est sur plusieurs strates. Le manager de solution est sur la couche scène, mais on a aussi le train, le produit. Et donc il anime ces couches-là, mais entre le développeur qui construit, qui contribue à une solution transverse et parfois dépossédé du sens global de cette solution-là. Et donc, ça aurait été charge au manager de solution de transmettre le sens de la solution transverse à toutes les strates de l'agilité à l'échelle. On s'était dit dans l'équipe qu'un bon manager de solution, c'était aussi un bon conteur d'histoire, en fait, qui transmette le sens, qui s'assure qu'il soit compris jusqu'au développeur. Là, nous, on se met comme objectif de renforcer vraiment ce lien en fait, entre le manager de solution et le PM. Alors, un deuxième écueil, je crois que je te laisse aussi la parole, là, je suis désolé, Marie. Alors, le manager de solution, il se focalise beaucoup sur la partie cadrage, un peu moins, au dépend de la phase de réalisation. Pourquoi ? C'est vrai que le cadrage, c'est la valeur ajoutée principale de l'activité. Et puis, nous tous, naturellement, on a plus envie de commencer des nouveaux sujets, cadrer des nouveaux sujets, qu'aller au bout de ce qu'on a lancé. Et d'ailleurs, le métier nous pressurise plus là-dessus. Ils savent très bien qu'un projet qui est lancé, il doit bien finir. Donc, allons-y, lançons des projets. Par contre, on perd de vue, en tout cas le manager de solution perd de vue le sujet de bout en bout. Et puis, c'est difficile d'assurer que la valeur est bien délivrée au client et puis que la solution proposée est bonne si le manager de solution ne va pas vérifier que ce qu'il a cadré au début, ça sort bien du tuyau à la fin. Et donc, un autre piège dans lequel nous sommes tombés, alors je ne sais pas si ça vous a choqué au moment où on a présenté la cellule transverse, on disait que le manager de solution travaillait avec différents acteurs, et à aucun moment on a cité le coordinateur. Alors, c'est pour une bonne raison, et ce n'est pas une bonne pratique, on est d'accord, mais bon, on est tombé dans ce piège-là. Mais pourquoi on est tombé dans ce piège ? C'est qu'on s'est rendu compte en fait que la granularité des sujets n'était pas les mêmes entre ce que gère le manager de solution en responsabilité et ce que gère le coordinateur de chaîne ou de solution, ce qu'il a en responsabilité. Ce qui se passe, c'est que en fait, en émergence, on va commencer par positionner un manager de solution sur ce sujet-là, mais on ne va pas forcément positionner dès le début un coordinateur. Et donc, ce qui va nous amener quelque part à avoir un déphasage entre ce que va gérer en scope un manager de solution et la coordination associée. Et donc, ce qui se passe, c'est que le manager de solution, in fine, il se sent un peu seul parfois sur ces sujets. Et puis d'autre part, donc le coordinateur, lui, est plutôt, je presse pour ma paroisse, je suis vraiment focalisé sur coordonner la chaîne. Et des fois au détriment des différents projets qui sont dans ma chaîne. Et du coup, parfois aussi, moi, je ne comprends pas pourquoi certains managers de solutions ne sont pas au courant de où en sont les sujets. Donc, en fait, on a loupé finalement c'est pas qu'on a loupé, c'est qu'on a plus une répartition de rôles et responsabilités entre le management de solutions et la coordination de chaîne qui devient floue. Finalement, on s'attend l'un l'autre, ce qui crée, in fine, finalement, ça nuit à la production de valeur. Bon, alors comment on s'améliore ? Première piste, responsabiliser le manager de solution de bout à bout en créant un nouveau rôle qu'on appelle manager de solution lead. Lead sur un domaine, donc un rôle pérenne d'un manager de solution qui est en responsabilité d'un domaine et qui est assisté de proxy managers de solution qui, eux, sont plus en charge de sujets, de projets particuliers. Donc c'est ce manager de solution qui serait là pour garantir que le sens est bien transmis à tous les niveaux et qui serait en charge de la vision plus long terme du domaine,
5 ans, et puis de la feuille de route du domaine à 1 an. Et de la coordination de l'atterrissage des cadrages. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. La difficulté sur cette action, c'est de définir les bons périmètres pour qu'ils soient justement pérennes et que ça ne soit pas en fonction d'un contexte. Alors, il y a aussi donc un deuxième axe d'amélioration, c'est au niveau de la supervision. Ça peut vous choquer aussi. Alors, autant au niveau des trains produits des deux chaînes, on a une vraie culture de run qui est implémentée. Par contre, dès qu'on monte d'un étage, alors c'est plus le cas pour SCT que pour AMM. SCT est moins mature sur le sujet. Et donc, on n'a pas une supervision de chaîne qui est en place et qui permet de détecter notamment les incidents en production avant que nos clients nous les signalent. Donc, c'est un peu frustrant. Ça montre aussi qu'il nous manque vraiment de la maturité à ce niveau-là. Et donc, on va tâcher de l'acquérir. Mais à date, en fait, il nous manque cette culture du run transverse à la chaîne. Donc bien souvent, les problèmes que nous remontent les clients, c'est des problèmes transverses qui ne sont pas détectés au niveau des trains produits. Troisième et dernière piste, valoriser ce rôle. Hein, on est en avance. Valoriser le rôle du manager de solution pour attirer les talents internes. Donc on pense souvent à des parcours dans les DSI où on a des parcours chef de projet, coordinateur. On valorise peut-être un peu moins ce parcours solution qu'on pourrait penser PO, PM, manager de solution. Et puis la définition de ce rôle, en fait, manager de solution, qu'est-ce que ça comprend. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour mettre ça en place? On a la définition dans notre GPEC, un manager de solution, mais après, pour bien la définir et attirer les talents, du temps, il nous faut du temps. Et pouvoir professionnaliser cette activité en interne, enfin déjà qu'on la partage bien à la DSI et qu'on en fasse la promotion dans les nouveaux projets. Oui, et puis du coup, comme on a un peu de temps, j'en profite. J'ai assisté à une conférence qui était passionnante sur les RH et l'agilité à l'échelle. Et je pense qu'on a aussi, nous, au sein d'Enedis et au sein de la DSI, à transformer un peu nos RH pour qu'elles comprennent bien les différents rôles, notamment le rôle de manager de solution. Bon, mais il nous reste à vous remercier. Avez-vous des questions? Le rôti, c'est pour plus tard, mais... Je sais pas si... Merci. Oui, j'ai deux questions. Alors, est-ce que le manager de solution tel que vous l'avez... Moi, j'ai tout de suite pensé à large solution au sens CEF. Et du coup, est-ce que le manager de solution se rapproche des larges solutions au sens CEF, ou bien en fait le fait que le périmètre soit pas fixe et soit contextuel aux différents projets transverses qui émergent fait que vous n'avez pas pensé, enfin vous n'avez pas mis en place de large solution? Et est-ce que dans les axes d'amélioration, le manager sur lead n'est pas un STE au sens CEF? C'est ça la réponse, en fait. Oui, d'accord. C'est qu'on se rend bien compte que les managers de solutions, ils travaillent sur un contexte, en fait, projet, en fait, qui a un début, une fin. Et il nous faut, en fait, cette personne qui pérenne dans le temps et qui donne la vision du projet. Oui, c'est bien ça l'idée. Très bien, c'est ce que je pensais. Et j'ai une deuxième petite question, j'en profite pendant que j'ai le micro. En fait, dans la première slide, vous aviez présenté une approche matricielle entre les chaînes de valeur et les socles. Et ma question, est-ce que le manager de solution, il est là pour coordonner aussi entre les chaînes de valeur et les socles? Oui. Le manager de solution, enfin on a parlé de manager de solution par chaîne de valeur.
Effectivement, on a défini nos chaînes de valeur par un ensemble de produits appartenant à cette chaîne de valeur, mais souvent, nos solutions, comme on a présenté sur le slide, vont plus loin que la chaîne de valeur. Typiquement, quand on parle de prévenance, on va venir penser une solution qui impacte aussi des produits de l'exploitant. Et on ne peut pas faire de solution transverse sans les socles. Donc le manager de solution est également là pour échanger avec les PM des socles, vérifier la capacité, vérifier la faisabilité, etc. Parfait, merci beaucoup. Je vais juste rajouter aussi un élément supplémentaire. Donc, au niveau de la coordination de chaîne, on a le pré, post-PI qui permettent d'aligner en fait tout le monde sur une même vision. Et quand on dit tout le monde, bien sûr que les socles sont conviés à ces deux cérémonies pour qu'ils puissent prendre d'une part connaissance de ce qu'on attend d'eux et puis après qu'ils puissent nous restituer de est-ce qu'ils sont bien en capacité de le prendre ou pas. Est-ce que vous avez des portefeuilles par chaîne de valeur et du coup comment se coordonnent les portefeuilles entre chaîne de valeur et les socles? Un projet est rattaché à une seule chaîne de valeur qui emporte l'ensemble des gains et des financements et des coûts. Voilà. Donc le portefeuille est par chaîne de valeur. On organise après au niveau du COMEX, il y a une priorisation des grands enjeux de l'entreprise et après avec chacun de nos métiers commanditaires, donc là par chaîne de valeur, on vient reprioriser, mais là à maille un peu plus fine, maille plutôt MF, l'ensemble des fonctionnalités. Merci Marie, merci Stéphane, c'était très intéressant. Moi j'ai regardé un des pièges que vous avez cités et je le plus souhaite à 100%, c'est, vous disiez, donner le sens jusqu'aux développeurs. Je suis complètement d'accord avec ça. Et du coup, je me disais, plutôt que juste dire renforcer le lien avec les managers de solutions et les PM, est-ce qu'il ne faudrait pas pousser un peu plus loin et de se dire carrément les métiers, voire les utilisateurs finaux? Je sais que dans la conférence juste avant, sur les 5 types de product managers, on parlait de cette entreprise du secteur privé, que je ne citerai pas, je ne sais pas si on a le droit de citer, mais qui embarquait en fait justement ses clients, ses utilisateurs dans les priorisations en fait. Oui, cette couche chaîne ne doit pas du tout empêcher les relations, enfin les liens qu'il peut y avoir, je ne sais pas si c'est ça ton point, entre les produits, les trains et les métiers en fait. Et effectivement, c'est un peu quand on dit le manager de solution doit porter le sens pour toute la DSI, c'est faire porter beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Donc effectivement, il faut peut-être amener les métiers, les BO au niveau chaîne, les BO au niveau produit, les porteurs de projets transverses à amener le sens aussi, puis à les aider là-dessus. Mais ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Comment le développeur comprend ce qu'il fait. Je pense que c'est là aussi qu'on aura beaucoup de gains de qualité sur notre delivery. Très bien. D'autres questions? Oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Ma question, c'est quoi la boucle de feedback de ce manager de solution? La boucle de feedback, si au sein de la DSI, est-ce qu'ils sont finalement à leur place? Comment est-ce qu'ils font pour avoir un feedback sur leurs activités, quoi? Comment ils font pour avoir un feedback sur leur activité? Alors, il y a plusieurs... on va dire qu'il y a plusieurs moments où ils peuvent avoir des feedbacks. L'un des feedbacks, ils vont l'avoir pendant je vais appeler ça la rétro-chain. Donc, on a un moment dédié à la rétrospective. Et à ce moment-là, ils ont une boucle retour où ils sont censés pouvoir capter justement ces retours-là. Il y a d'autres moments aussi où ils peuvent capter ces retours, c'est au travers des LACE. Donc en fait, chaque chaîne de valeur a son LACE dédié. Donc il y a un LACE AMM et un LACE SCT. Et sur ces LACE-là, bien sûr, les thématiques qu'on vient de vous présenter là au niveau des améliorations, c'est des actions qu'on va derrière décliner au niveau des LACE et qui vont aussi diffuser au niveau des managers de solutions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
pense que c'est aussi en allant jusqu'au bout, en fait, en allant jusqu'à la mise aux productions. Et nous, on leur demande, parce qu'on a la chance d'avoir cette équipe de recettes transverses au sein de la cellule, d'aller lancer la recette transverse et de voir en fait ce qu'ils ont pu cadrer et mettre en place pour que ça soit un peu plus réel en fait. D'autres questions? Oui. Ce rôle-là me fait penser un peu aux épiconneurs. Voilà. Donc c'est un peu, on a parlé de projet, on a parlé de cadrage de solutions. Et quand vous disiez que ça ne va pas jusqu'au bout, est-ce qu'il y a au début, quand il y a un cadrage comme ça, c'est ce qu'on veut mesurer, par quoi on commence et justement comment on récupère du feedback pour savoir si on continue ou on arrête? Alors est-ce qu'on sait ce qu'on veut mesurer? On aurait pu le mettre comme piste d'amélioration. Parce qu'on en parle, on se dit effectivement, on lance un projet, mais est-ce que vous savez ce que vous voulez à la fin? Donc c'est aussi une des pistes, effectivement. Pour pouvoir, et puis il faut qu'on la demande à la fois, enfin qu'on le voit avec les métiers en termes de gains, mais des utilisateurs. Boucle, oui. La deuxième question, c'était boucle d'amélioration. En fait, c'était éventuellement les MVP et du coup, est-ce que vous décidez en fonction de quelque chose? Qu'est-ce que vous avez mesuré comme premier pas? Et du coup, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Ou est-ce que je modifie? Oui. Alors, là, on a parlé de projets au sens global, mais ils ont différentes tailles, évidemment. Et puis, il y a toute la discussion sur le MVP. Hein. Quand on parle de macro-fonctions, c'est des macro-fonctions qui rentrent ou pas dans un MVP. Et voilà, oui, on suit ça. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour décider qu'un produit est développé dans une chaîne de valeur, quitte à développer deux produits un peu similaires, ou en commun? Est-ce qu'il y a des critères? Parce que, bon, des critères pour choisir, en fait, de le faire en transverse ou de le faire ou de faire deux produits différents dans chacune des chaînes de valeur. C'est évident dans votre métier? Non, c'est pas évident. Enfin, il y a eu des transferts. Hein. Au début, là, on parle d'un projet qui a été lancé en 2017. Au début, effectivement, on est sur une structure DSI, donc avec une hiérarchie, avec chacun à son périmètre. Et quand on parle de chaîne de valeur, ça doit être transverse à ces structures-là. Donc, au début, on a fait effectivement du transverse et on a raisonné plutôt par valeur. Bon, là, je vais être transparente. En fait, plus ça va, plus nos chaînes de valeur ressemblent correspondent à la structure et sont l'image, et correspondent aussi à un commanditaire, en fait. Quand on a parlé de la chaîne Datanum, c'est une nouvelle chaîne. On ne l'avait pas pensée au début. Elle était dans acheminement mécanisme de marché. Parce qu'on parle d'acteurs de marché, on parle de RE, etc. Mais il y avait un métier en face qui était un métier de reconstruction des flux qui a également voulu avoir sa commandite en chaîne de valeur. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Merci Marie. Une dernière question peut-être? Oui. Merci pour la présentation. J'ai une question autour des collaborateurs. On parle beaucoup de processus, on a parlé pas mal de postes, etc. Est-ce que vous avez pu recueillir le feedback de vos collaborateurs, en tout cas dans cette nouvelle organisation avec ces strates malgré tout qui sont accumulées? On parlait des RH tout à l'heure qui avaient peut-être du mal à comprendre les rôles des uns des autres. Est-ce que les collaborateurs ont été embarqués dans cette transformation? Dans la définition du rôle de manager de solution? Oui. Tu veux répondre? La définition des rôles, telle qu'on la définit, ça reste cible, hein, et on ne s'interdit pas de la revoir, etc. Et quand on a établi la cible, on l'a établie en faisant le tour des managers de solutions. Shama, tu veux compléter? Bonjour, je suis celle qui s'incruste dans la discussion juste. Comme ça, c'est bien. Juste pour vous donner un peu d'historique, en fait, au moment de la transformation agile de la DSI d'Enedis, il y a eu un travail sur les rôles. Mais comme on sait, on est agile et on s'adapte au changement. Donc en fait, les premières fiches de poste PM, PO, il y avait manager de solution. Alors elle a disparu en moment revenu, etc. En fait, ça évolue avec les changements. Et en l'occurrence, sur SCTA et MM, il y a aussi un contexte sur ces deux chaînes qui se parlent, on va dire, beaucoup. Et donc,
ça évolue avec l'évolution des organisations et des besoins. Voilà, c'était juste. Très bien. Merci à Marie et Stéphane pour votre intervention. Et merci. Merci. À tous.